Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parlons Placement. On va s'intéresser au Brexit dans cette émission pour voir les conséquences d'un Brexit ou no Brexit sur les marchés financiers. Deuxième partie de l'émission, on fera le match entre les ETF, les fameux trackers et les produits structurés. Et puis en toute dernière partie d'émission, on aura le plaisir de recevoir Claire Chabrier d'Amundi qui viendra nous expliquer comment des particuliers comme vous et moi peuvent investir dans des produits non coté, le fameux private equity. Et cerise sur le gâteau, on peut mettre ces investissements dans une poche d'assurance vie. On commence tout de suite par les marchés financiers. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, le Brexit vous inquiète particulièrement en ce moment? Oui, la semaine dernière a été très agitée sur les marchés financiers. C'est vrai que l'échéance du deal est le 29 mars 2019, donc on a un peu de temps devant nous. Mais la semaine dernière, il s'est produit quelque chose qui a fait peur au marché. Il y a d'abord une annonce de Theresa May comme quoi elle avait trouvé un accord de principe avec l'Union européenne. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, les marchés financiers ont salué cette nouvelle, mais très vite, il y a eu des défections dans le gouvernement. Il y a des gens qui sont partis. 5 ministres ont démissionné. Et là, la bourse n'a que très peu apprécié en fait cette nouvelle. Le risque du no deal est revenu sur le devant de la scène et ça, c'est un risque important pour les marchés financiers. D'ailleurs, ça se voit sur le thermomètre qui le mesure le plus, la livre sterling. Vous nous avez apporté un graphique qu'on va voir. On voit en effet que la devise britannique réagit mal. Oui, effectivement. Ce qu'on voit dans ce graphique, c'est qu'avant le Brexit, avant le référendum qui date de mémoire du 23 juin 2016, la livre sterling se portait très bien. On va voir le graphique là, s'afficher, oui. Vigoureuse face à l'euro. À partir du référendum, elle a nettement décroché. On perd à peu près 15% sur la devise. Alors en fait, deux grandes devises, l'euro et le... Oui, c'est contre-intuitif parce que la courbe monte, mais ça veut dire que la livre baisse. Exactement. Quand la courbe monte, la livre baisse. C'est pour 1 euro, vous avez 0,88, 0,89 livres. Donc plus vous avez de livres pour 1 euro, plus la livre baisse par rapport à l'euro. Voilà, c'est mathématique. Oui. Alors, donc, cette livre est attaquée avec cette histoire de deal. Vous nous dites on a jusqu'au 29 mars, en même temps ça fait 2 ans qu'on discute. C'est demain le 29 mars à l'échelle de ces enjeux? Oui, bien sûr, il faut préparer le terrain. Et la voie en fait, pour valider ce texte-là est encore longue. Elle a été validée en fait déjà en interne par le gouvernement de Theresa May, par l'Union européenne, par le Conseil européen. Un deal ce week-end, absolument. Ça fait ce week-end avec les chefs d'État de l'Union européenne qui ont tous validé à l'unanimité ce texte-là. Donc tout va bien? Non, parce qu'en fait, il reste le plus dur à faire, c'est le Parlement britannique qui doit valider en fait ce texte-là. Et là, c'est loin d'être fait. Quels sont les scénarios? Il y a un premier scénario qui est que Theresa May arrive à convaincre une partie peut-être de l'opposition. Elle n'aura pas toutes les voix des conservateurs, donc il va falloir qu'elle aille chercher une partie de l'opposition. Ça, c'est le meilleur scénario. C'est-à-dire qu'ils votent, finalement, le Parlement vote et s'aligne sur le texte. Effectivement. Le scénario inverse, c'est qu'elle ne trouve pas du tout de compromis. Elle n'arrive pas à rassembler autour de ce texte-là des gens qui ont des avis opposés. Et du coup, là, c'est le fameux no deal. C'est un Brexit avec no deal. C'est bien un Brexit. C'est quoi les conséquences du Brexit no deal? Le Brexit no deal, c'est que les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne ne seront plus régies par un texte. Donc, c'est les règles de l'OMC qui vont s'appliquer. Ça veut dire qu'il va y avoir des barrières douanières entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc, ça va renchir le coût des importations, des exportations de part et d'autre. Beaucoup de problèmes aux frontières, les camions qui ne passent pas, les visas pour les touristes. Exactement. Donc, ça va complexifier en fait les flux. Ça va ralentir les flux financiers, les flux commerciaux, les échanges. Et donc, la Grande-Bretagne redeviendrait une île. Oui, là, on va vraiment se rendre compte. L'économie va ralentir encore un petit peu plus. Je voudrais justement rappeler le contexte. Oui, parce que... Allez-y. On est dans un contexte, en fait, de ralentissement économique de part et d'autre, dans l'Union européenne et dans la Grande-Bretagne. Mais avant le référendum, la Grande-Bretagne marchait très très bien. La croissance était bien au-dessus de la croissance européenne.
Depuis le référendum, alors elle ne s'est pas écroulée comme on avait pu l'annoncer, mais elle a nettement ralenti. Maintenant, elle est en dessous de celle de l'Union européenne. Et les indicateurs qu'on a ne sont pas très bons en fait. Les investissements continuent à ralentir, la consommation continue à ralentir. Effectivement, l'économie anglaise pourrait aller plus mal encore qu'aujourd'hui. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'en effet, dans le cas du worst case scénario, comme diraient nos amis britanniques, le scénario du pire, le scénario noir, pas de deal pour le Brexit, ça aurait des impacts très négatifs sur l'économie de la Grande-Bretagne, mais aussi sur celle du continent. Et c'est pour ça que ça vous inquiète d'un point de vue financier. Oui, effectivement. Alors, pour être tout à fait factuel, hein, les exportations de la Grande-Bretagne vers l'Union européenne, c'est 12,5% de son PIB. Donc c'est important quand même pour la Grande-Bretagne si cette partie-là a été freinée. De l'autre côté, on est beaucoup moins impacté. L'Union européenne exporte simplement 2,5% de son PIB vers la Grande-Bretagne. Donc on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Et c'est tout l'intérêt de l'Union européenne qui est beaucoup plus importante. La Grande-Bretagne a beaucoup plus à perdre que l'Union européenne. Mais malgré tout, c'est jamais bon lorsque un de nos partenaires va mal. Oui, puisque même 2,5%, enfin, c'est pas complètement neutre. Un mot sur Theresa May qui se verrait opposer une fin de non-recevoir au Parlement. Qu'est-ce qui se passe pour Theresa May? Elle doit démissionner, élection générale anticipée, ou elle va continuer à gouverner un bateau ivre? Alors, elle peut continuer à gouverner. Il faudrait qu'ils enclenchent une procédure en fait pour la renverser ou pour déclencher des élections anticipées. C'est pas mon scénario central parce qu'en fait, on se rend compte que les conservateurs n'ont pas grand-chose à gagner dans cette solution-là. Ils sont absolument divisés en fait, les conservateurs. Il faut bien avoir en tête qu'il y a peu de chances pour qu'ils trouvent une autre tête pensante, un autre leader pour remplacer Theresa May. Le pire pour eux, ce serait de déclencher des élections anticipées et de se retrouver finalement avec Corbyn. Du point de vue d'un conservateur, c'est vraiment le scénario le pire, le worst case scénario. Mais parfois, en effet, certains jouent la politique de terre brûlée. Un dernier mot, on sait que les Britanniques sont des grands parieurs. Quel est votre pronostic? Est-ce que le Parlement européen, on a compris tout l'enjeu, vous nous avez mis tout ça en contexte, de ce vote pour obtenir un deal entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne? Quels sont vos scénarios? 3 contre 1, 5 contre 1, 80%, 20%? Difficile de probabiliser, mais ce que je peux dire, c'est que si les Anglais redeviennent un peu plus rationnels, compte tenu du contexte économique dans lequel ils sont, et du contexte politique, on n'a pas parlé de l'Écosse, de l'Irlande, du Nord, il y a un vrai risque d'éclatement du Royaume-Uni en fait, donc le risque politique est extrêmement fort, le risque économique, j'en ai parlé, je pense qu'ils vont redevenir raisonnables et qu'ils vont finir par trouver un accord, ne serait-ce peut-être un arrangement cosmétique, mais qu'ils vont finir par approuver le texte avant le 29 mars. Bon, on sait que ce sont des grands commerçants, toujours très pragmatiques, et la raison devrait l'emporter. En tout cas, on le souhaite. Merci Jonathan pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, il faudra suivre de près ce que fait le Parlement britannique. Je crois que c'est la semaine du 10 septembre. Du 12 décembre. Ouais, mi-décembre. Merci. On passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission consacrée aux produits structurés et aux trackers.